it out. Jerk it out. Shut up, hush your mouth. Can't you hear you talk too loud? No, I can't hear nothing 'cause I got my head up in the clouds. I bite up anything that I can chew. I'm chasing cars up and down the avenue, but that's okay. 'Cause it's easy once you know how it's done. You can't stop now, it's already begun. You feel it running through your bones, and you jerk it out. Cause it's easy once you know how it's done. You can't stop now, it's already begun. You feel it running through your bones, and you jerk it out. 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 Oh baby, don't you know? Bonsoir à tous nos auditeurs de Radio Altitude, bienvenue dans votre émission de sport, comme tous les lundis soirs de 20h à 21h évidemment. Lundi Sport, nous sommes trois ce soir évidemment. David est présent ce soir, notre spécialiste football portugais. Comment ça va Il est David? là ce soir, ça va les gars? On Ça va reste bien. ici. J'ai On envie est de là, dire. bonsoir à tous les auditeurs de Radio Altitude. Rebonsoir, bonsoir David. Merci à toi d'être présent. En tout cas, un grand bonjour à nos auditeurs encore une fois. Et Fred également est là. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Salut, Bonsoir Fred. Richard, bonsoir David. Bonsoir. On est là dans la place, comme tous les lundis. Sur la place, toujours pour débriefer toute l'actualité Et sportive de ouais, la semaine. cette fin de saison. On approche, c'est vrai, de cette fin de saison. On peut même dire qu'on est, on est quasiment au bout. Hein. Il y a encore un petit peu d'actualité sportive, on va le voir. Mais au niveau du rugby, ça s'est terminé ce week-end. Le football, en termes de club, ça s'est fini également Terminé. depuis une semaine. Donc, Et dans un an, presque jour pour jour, l'Euro sera oui. chez nous. Exactement. exactement, Et là- on en parlera tout à l'heure, notamment, tout à fait, de ces qualifications de l'Euro, notamment. Ce sera l'occasion de l'aborder. Et on va y revenir. Donc, notamment, on va lancer tout de suite le sommaire de l'émission, puisqu'on débutera par cette finale de top 14, évidemment, hein, avec l'ASM qui se déplaçait au Stade de France et qui affrontait le Stade français pour cette deuxième finale de la saison, Fred. Hein. C'est ça, deuxième finale de la saison pour l'ASM et un remake de la finale de 2007 du top 14. Entre le Stade Exactement. français et l'ASM, le Stade français qui n'avait plus atteint cette finale depuis 8 ans. Exactement. Et ensuite, nous reviendrons tout sur les qualifications de l'Euro 2016 avec le Portugal et la France, notamment. Un zoom sur ces Tout à deux fait. équipes-là, principalement. Exactement. On fera un petit débrief axé sur ces deux équipes. Nous reviendrons également sur les différentes infos Euro 2016, sur le mercato également estival, hein, que ce soit en France ou au Portugal, puisqu'on a eu déjà Ça quelques bouge un signatures et petit peu. quelques mouvements Tout à cette fait. semaine au Portugal, David. Ouais, On en complètement. parlera. Et puis, on terminera tranquillement par quelques mots de tennis, si on a le temps. Hein, puisque, comme d'habitude, en général... On va peut-être parler enfin du sacre de Rafa Nadal sur un tournoi. Ah, pas bête, à Stuttgart, C'est ça. c'est ça? Ah ouais, il a battu notamment Gaël Monfils, ça c'est bien. Rafa retrouve peut-être ses jambes. Sur l'herbe, va-t-il devenir meilleur que sur terre battue? Ouais, qui sait. Ok Fred, allez on va lancer tout de suite évidemment l'émission. Sans plus tarder, on va parler donc de cette finale top 14 Fred. Et donc l'ASM Clermont-Auvergne
qui disputait sa deuxième finale de la saison, on le disait, finale top 14 face au Stade Français. Alors au niveau du contexte de jeu des deux équipes, tu peux nous rappeler un petit peu le contexte? Eh ben, on va le rappeler, hein, l'ASM qui s'était qualifié directement pour les demi-finales en se qualifiant à la deuxième place du championnat, qui a sorti Toulouse en demi-finale après une demi-finale acharnée, 18-14. Et le Stade Français de son côté qui avait fini 4e de la saison régulière, qui avait quand même fait une saison... ils sont restés au niveau toute la saison, ils ont été assez réguliers. Et ils ont dû passer par un barrage contre le Racing Métro, un match qui n'est jamais facile face à une équipe très bien organisée et très bonne défensivement. Ils sont passés aisément en quart de finale contre le Racing, et en demi, ils arrivaient face à Toulon, hein, l'ogre de ce top 14, bien sûr, hein, qui est triple champion d'Europe, et qui est arrivé avec son titre de champion de France également. Et ils ont sorti, au terme d'un très beau match de leur part, le RCT. Et ils arrivaient en finale face à l'ASM, et le Stade Français qui se retrouvait après cette finale de 2007. Voilà. Avec notamment, alors pour faire un point sur les effectifs, quand même quelques absences importantes du côté de l'ASM Clermont-Auvergne. Quelques absences importantes, oui, notamment Jimmy Cunmore déjà qui ne jouait pas. Devant aussi, on pouvait noter l'absence, déjà la titularisation de Ouloudjia à la place de Benjamin Kaiser. Et à l'arrière, bien sûr, deux absences quand même très très importantes. Noah Nakaitasi, déjà, qui était absent à l'aile. Et également Wesley Fofana, hein, qui n'était pas là. On a pris ce forfait 2 jours avant la finale. Ouais, 2 jours avant, c'est vrai, deux absences majeures, surtout par le fait que c'est vrai que quand on regardait un petit peu, on va appeler les équipes de départ, mais le banc de touche de l'ASM Clermont-Auvergne, du coup, à ces postes-là, n'était pas très très fourni, donc on se doutait que ça allait peut-être poser des soucis en fin de match. Et on espérait qu'il n'y ait pas de blessés aussi. Hein. Voilà, en espérant qu'il n'y ait également pas de blessés, et on va voir que c'était assez tendu pour un des arrières, notamment à Ben Danone, au bout d'une demi-heure, on s'est posé quelques questions. Alors les équipes de départ, on va le rappeler, on avait donc notamment du côté du Stade Français pour commencer en première ligne, donc Van der Merwe, Bonfils et Slimani. On avait ensuite Flancard et Pile en deuxième ligne, troisième ligne avec Lacafia, Parissé et Burban. À la charnière, Stein et Dupuis. Et derrière, Sinzel, Danti, Wissea, Arias et puis l'arrière, Camara. Voilà pour l'équipe du Stade Français, assez jeune quand même, avec pas mal de joueurs formés au club. Oui, ça, c'est sûr qu'ils jouent depuis très longtemps ensemble, et aussi des absences quand même de marque, avec des choix importants. Pascal Papé qui était sur le banc, par exemple, au début du match. C'est vrai. Sampéré également. On avait sur le banc aussi également Jérôme Filleul, donc des bons joueurs. Et un Stade Français est une équipe qui était en pleine confiance. Les joueurs qui étaient là ont fait le boulot. Et du côté de l'ASM, on avait quelques absents. Alors, du côté de l'ASM, donc première ligne, Domingo, Ouloudjia et Zirakashvili. Deuxième ligne avec Vahamina et Gedraziak. Donc deuxième ligne très très jeune, on va le rappeler, avec 2 joueurs, notamment Gedraziak qui a joué déjà ses demi-finales de top 14, qui a remplacé en poste pour poste Cunmore, si je ne me trompe pas du coup. C'est ça, oui. Et qui a bien assuré l'intérim jusqu'à maintenant. Donc une deuxième ligne du moyenne d'âge de 23 ans. Troisième ligne avec Bardi, Lee et Chouli. Le capitaine Chouli, la charnière Para Lopez. Alors on s'était posé des questions. Est-ce que Brock James, du fait de sa très bonne rentrée en demi-finale, est-ce qu'il n'aurait pas pu être titularisé? Finalement, Franck Azema a décidé de refaire débuter cette charnière au départ, en misant peut-être sur la fraîcheur de Brock James sur une deuxième mi-temps où il y aurait encore des moments importants à jouer. Peut-être, en tout cas, titularisation de Camille Lopez qui, il est vrai, est un petit peu moins bon cette fin de saison, et ça s'est confirmé également un peu sur le match. On va y revenir. Et puis derrière, donc Nalaga et Butin sur les ailes, Rougerie et Stanley donc dans l'axe, au centre, et Abendanon arrière. Voilà, donc voilà pour l'équipe de l'ASM, quand même assez belle équipe, malgré les absences. Scénario du match, Fred. Alors le match qui débutait avec un petit peu de retard, 5 minutes de retard, et tout de suite beaucoup d'intensité dès le début du match, avec pas mal d'intensité et d'agressivité de la part des deux équipes. Oui, notamment de la part de l'ASM qui est engagé, et c'est tout de suite imposé dans le camp du Stade Français. Le Stade Français récupère le ballon, que l'ASM a repris
tout de suite quasiment et commençait à envoyer du jeu sur les ailes, mais du jeu un peu, on va le dire, non productif. Un peu désordonné. C'est ça. Et ça n'a pas amené grand-chose, mis à part bien sûr des pénalités. Ils ont réussi à C'est faire ça. sanctionner un peu le Stade Français en début de match. Une occupation en tout cas plutôt bonne. favorable quand même au Stade Français globalement. Ouais, mais une entame plutôt clermontoise quand même, je dirais. En termes de tenue de ballon, ouais. Ouais, et puis d'occupation aussi au début du match, Mhm. au début du match, du moins. Et Para, qui du coup, que je te parlais de pénalité, qui au bout de 5 minutes a eu la première pénalité du match, à 22 mètres, un tout petit peu décalé par rapport au poteau, et cette pénalité est passée à côté. Donc premier fait de On match. va le voir déjà, c'est vrai que on pourra le voir dans cette analyse ensuite, mais c'est déjà un des moments importants du match parce qu'on sait que c'est toujours important de passer le maximum de points dans ces matchs décisifs, surtout sur des finales. Et là, c'est vrai que la pénalité de Para, je vais nous le rappeler, 25 mètres, légèrement excentrée à gauche, elle paraissait quand même assez simple à passer. Et Para qui a mis énormément de temps pour la taper, la pénalité, il la tape à 5 secondes de la fin du temps maximum autorisé et c'est vrai que l'ASM débute pas bien sur ce moment-là en tout cas. Oui, c'est ça. Et derrière, le Stade Français prend peu à peu confiance, récupère des ballons en touche qui leur permettent de lancer correctement le jeu et il intervient, je crois, au quart d'heure de jeu où il y a un carton jaune pour Julien Bardi qui fait une charge à l'épaule dans un ballon au sol et derrière il y va un peu avec son épaule en premier et du coup il se fait sanctionner après usage de la vidéo bien sûr par l'arbitre d'un carton jaune et du coup pénalité pour le Stade Français. Et là Stein ne laisse pas passer mais le 3-0. Exactement, donc Stade Français qui ouvre le score et tu vas nous l'indiquer. Là on va rentrer dans une phase où le Stade Français va être clairement va prendre clairement l'ascendant en tout cas sur l'ASM jusqu'à quasiment la fin de cette première mi-temps. Ouais, jusqu'aux 5 dernières minutes, on va dire. Le Stade Français déjà qui déjà aggrave le score 10 minutes après par une nouvelle pénalité de Stein, 25 mètres un peu à droite des poteaux. Donc du coup 6-0 pour le Stade Français. En supériorité numérique. C'est ça, à ce moment-là du match. Derrière, l'ASM revient à 15 contre 15. Bardi qui rentre. Et là, c'est une nouvelle pénalité pour Para, cette fois 40 mètres face au poteau, 26 ou 27e minute de jeu. Et Para qui la met à côté également, cette pénalité. Donc 6 points déjà ratés pour l'ASM. À ce moment-là du match, ça pouvait faire 6 partout. Et non, 0-6 pour le Stade Français. Et derrière, ils vont même aggraver le score à la 30e minute par une nouvelle pénalité de Stein. Donc 9-0. Là, on se disait que c'était mal embarqué pour l'ASM dans cette l'ASM première qui avait mi-temps. toujours pas ouvert le score. On se retrouvait à 5 minutes de la mi-temps, 5 minutes de la mi-temps, et on a un deuxième fait de match. Fred, c'est sur un des bons, si on peut le dire en termes de foot américain, un des bons drives de l'ASM, une des bonnes actions de jeu offensive. Rougerie qui trouve un petit décalage et qui sert mal à Ben Danone sur le côté à la 33e minute de jeu. Balle qui, s'il y avait une bonne transmission à ce niveau-là, aurait pu peut-être emmener à Ben Danone jusqu'à l'essai parce qu'il avait l'air quand même d'avoir la place pour aller au bout. C'est un bon décalage de Stanley déjà au départ qui donne à Rougerie qui là n'a plus qu'à décaler en contre-un à Ben Danone, sauf qu'il lui fait la passe un peu en avant et du coup Ben Danone n'arrive pas à s'en saisir et c'est encore une occasion de rater pour les Clermontois qui avaient cette fois-ci réussi à franchir le rideau parisien et du coup déjà mêlé pour le Stade Français et derrière le Stade Français qui a repris la mainmise sur le ballon, même si en fin de première mi-temps c'est l'ASM qui a mis 3 points grâce à Camille Lopez qui a enfin marqué les 3 premiers points de l'ASM, changement de buteur bien sûr. Ouais, clairement qui montre que Para a préféré laisser en tout cas Camille Lopez faire cette tentative qui a réussi de ce côté-là, ce qui laisse encore quelques espoirs à la mi-temps. Et on va le voir d'ailleurs sur cette deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, bien réussi par l'ASM qui met plus d'intensité dans le match, mais surtout en tout cas qui limite quand même le nombre de fautes. C'était le problème récurrent en première mi-temps où il y avait beaucoup de fautes individuelles et beaucoup de fautes. 9 pénalités concédées par l'ASM en première mi-temps, ce qui est quand même assez énorme, et 5 du côté des Parisiens, donc beaucoup moins sanctionnés.
Il y a encore Même si beaucoup tu de vas fautes. nous le rappeler quand même, tout début de deuxième mi-temps, il y a encore des fautes assez bêtes de la part des Clermontois qui auraient pu presque même plier le match. Hein. Un plaquage haut déjà de Vamaina qui engendre une pénalité pour le Stade Français. Et là, le Stade Français, heureusement, Manestein du côté du supporter de l'ASM tape à côté. Il y avait peut-être un envoûtement au milieu de ses poteaux là. Et du coup, l'ASM reste dans le match avec 9-3 toujours à ce moment-là du match. Et derrière encore le Stade Français qui est très très bien rentré dans cette deuxième mi-temps quand même. 10-15 premières minutes, ils étaient très présents. Et ils ont eu une nouvelle pénalité. Enfin non, c'est Stein qui a tenté un drop si je ne m'abuse et qui l'a raté également encore. Du coup, toujours 9-3 pour les Parisiens à ce moment-là du match. Derrière, une nouvelle pénalité pour le Stade Français. Eux aussi, ils ont laissé des points en route dans cette finale. Il faut pas l'oublier. Donc, qui est encore raté par Manestein. 9-3, la SM reste dans le match. Et alors là, on va avoir un bon quart d'heure, 20 minutes, même toute la fin de match, les 20 dernières minutes, où la SM a clairement été au-dessus du Stade Français, mais sans jamais concrétiser. Ils ont réussi à déjà réduire le score à 9-6. Ouais, et notamment cette réduction du score et cette phase ascendante qui va corréler avec la rentrée de Brock James qui a imposé encore une fois. Je sais pas s'il a peut-être psychologiquement il a entraîné un peu cette vague de positivité et on a vu une équipe de la SM plus incisive. Ouais, plus concernée, c'est vrai. vrai. Plus concernée, plus incisive. Mais sans pour autant trouver des brèches. Non. Il ratait notamment des touches qui ont été perdues à des moments importants où ils arrivaient quasiment au niveau des 22 mètres du Stade Français, de la ligne du Stade Français. Et là, ils ont perdu des ballons en touche. Je me souviens de 2 ballons perdus en touche. Derrière, ils en ont récupéré 2, mais jamais. Ils n'ont pas été assez incisifs pour percer cette défense. Et on arrive à cette 72e minute où la SM a l'occasion de recoller au score avec une pénalité pour Brock James à 23 mètres un peu à gauche des poteaux. Et Brock James qui rate cette tentative de coup de pied. Et du coup, toujours 9-6 pour les Parisiens. On peut dire que c'est le vrai tournant, parce que derrière on part sur une possession du Stade Français qui va gérer le ballon et qui va gérer le score jusqu'à la fin. Un peu, ouais, ils reviennent dans le camp de l'ASM, ils récupèrent une touche, derrière ils auront une pénalité à 2 minutes de la fin du match. Il y a une dernière possession pour l'ASM à la 77e, toujours à 9-6 et Rougerie qui perd le ballon et là on sait que le match était quasiment plié à 2 minutes de la fin. Fred pourra un petit peu analyser ce match global. Déjà, globalement, de manière tout à fait objective, ça n'a pas été une belle finale, clairement. Même si, de toute manière, c'est vrai qu'on a rarement affaire à de très très belles finales ces dernières saisons top 14, qu'on sait que l'enjeu est tel, les équipes se connaissent tellement bien que on sait que l'adversaire va pas forcément envoyer du jeu et prendre des risques inutiles au risque de se faire intercepter. Donc forcément, beaucoup de jeux arrêtés, beaucoup de phases de ruck, de contact et beaucoup d'engagement et peu de jeu du coup. Ah ouais, beaucoup d'engagement de la part des deux équipes, comme tu l'as dit. Deux équipes qui étaient vraiment dans le match quand même, qui ont fait... c'était pas une finale très spectaculaire, mais les finales le sont rarement, comme tu l'as dit juste avant. Et il y a eu quand même du suspense dans cette finale jusqu'à la fin. On ne savait pas qui allait l'emporter. Ça s'est joué, si ce n'est la 72e minute, au moins la 78e par cette dernière pénalité de Stein qui a fait 12-6. Mais c'était un match pas très plaisant à regarder, mais beaucoup d'engagement des deux équipes. Les deux équipes se sont vraiment données, je pense, à fond quand même dans cette finale. Exactement. Donc victoire du Stade Français qui remporte là donc son 14e titre de top 14. Oui. Son premier depuis 2007. Voilà, exactement. Il faut rappeler qu'ils ont été notamment 2 fois finalistes de la Coupe d'Europe, qui n'ont jamais remporté. C'est le 5e budget du top 14. Belle victoire du Stade Français avec ses jeunes. Avec cette fougue, peut-être une sorte de... Alors jusqu'à la finale, c'est vrai qu'on a senti une sorte un petit peu d'inconscience qui leur a permis d'aller en finale. Mais après, sur vraiment les derniers instants, on a vu une équipe du Stade Français quand même beaucoup plus tendue, et stressée, fatiguée. Donc vraiment, il y avait la place du côté des Clermontois pour aller faire un peu mieux. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, Fred. Il y a une stat qui
qui est désolante du côté clermontois, c'est que sur les 2 derniers matchs de top 14, 0 essai marqué, quoi. Pas de capacité du côté des Clermontois pour aller scorer. Ouais, ils sont Et on tombés sait bien que- sûr contre des bonnes défenses. Toulouse était quand même Bien sûr. la 2e défense du championnat ou la 3e. Le Stade Français également. Après, pour ce qui est une des meilleures c'est- attaques du championnat, Oui, c'est vrai c'est que vrai. c'est quand même étonnant. Mais c'est une meilleure attaque qui est privée de 2 très bons joueurs, même si ça n'excuse pas tout, bien sûr. Les joueurs qui étaient sur le terrain avaient une qualité quand même qui devait suffire pour remporter cette finale. Et c'est vrai que c'est dommage de rater les dernières passes ou de faire des mauvais choix comme on a pu le voir avec Rougerie en fin de première mi-temps, où il y a un 4 contre 2 à jouer sur l'aile et il décide plutôt de faire un coup de pied, même si ça revenait bien sûr derrière sur une pénalité pour l'ASM. Il y avait un avantage en cours. Il y a des choix comme ça qui c'est dommage, qui manquent un peu de lucidité, je dirais. Non, je pense que c'est surtout le mental. Ils n'ont pas le mental pour gagner, point barre, quoi. Ouais, Ils n'ont pas le justement, mental, justement. En début de match, tu rates 2 pénalités, ça les a mis au fond. ouais. Ils ont Exactement, raté c'est 2 vrai que pour pénalités, l'équipe, parce que ça bon, peut pour une être fois, j'ai positif. regardé le match, les gars. Hein, C'est la finale, donc faut la bon, regarder. fallait bien la regarder. Non, voilà, Para rate 2 pénalités et ça a mis l'équipe, je pense, au fond du seau. Et ils se sont dit, tiens, encore la malédiction, et ils n'ont pas réussi à passer outre ou au-dessus, quoi. Donc, tout simplement, je pense qu'après, ils ont joué avec la peur, et la peur C'est ça, la se peur de faire perdre encaisser. plus que l'envie de gagner. Voilà. C'est exactement ça. Moi, j'ai l'impression, c'est ce qu'on ressent d'un du œil côté de cette extérieur, en équipe, tout cas. clairement. Ouais, mais Un pourtant, œil, pourtant ils se donnent, non, ils se donnent, ils ont mis beaucoup d'engagement dans ce match. Non, il n'y a et pas de c'est- manque d'engagement, ni rien, mais voilà, il y a, je sais pas, un phénomène collectif. C'est qu'on Ouais, sent, ouais. c'est qu'au niveau collectif, ça, on va dire que ça se ressent sur l'équipe et notamment certains joueurs, on l'a vu, on va faire un petit point individuel. Il y a quelques joueurs quand même qui ont été vraiment absents de ce match et qui auraient dû être décisifs au vu de leur statut et de leur position sur le terrain. On va y revenir. C'est vrai que Bah par déjà, reviens exemple, sur la charnière si tu veux dès le départ. on Parce peut que- aborder, c'est avec le premier cas, clairement, Fred, c'est vrai, c'est la charnière avec Morgan Parra et Camille Lopez qui a été complètement transparente sur cette finale. Après, Après attention, Parra il n'a pas été très dans le match, je dirais, au début de match. Je trouve que les pénalités qu'il rate, après c'est possible de les rater, mais Bien sûr, mais en finale avec la pression qu'il y a, on s'en doute. Mais le gars du c'est Stade vraiment- français à la même position, il l'a mis, quoi. Ouais, après bon, et c'est ça. Voilà la différence. Hein. Tout est histoire de, je pense, de concentration. Ouais, c'est dommage de rater des choses comme ça qui peuvent se permettre de faire la course en tête ou d'être derrière au score, ce qui Oui, change juste tout en- dans un match. Juste d'en mettre 1 sur 2 à la limite. 50%, on ne demande pas non plus la lune. même bon, au ça niveau, fait même trop au de niveau points, du jeu, j'ai Après, au vu niveau la du jeu, il a Morgan été Parra meilleur. moins- Après, il a été meilleur. Ouais. Il a essayé d'accélérer le jeu dès qu'il a pu, Oui, c'est vrai. d'y aller. Enfin, il a vraiment, et après, il a fait ce qu'il pouvait. Ouais. Et par contre, Camille Lopez, je C'est l'ai pas Camille trouvé du Lopez. tout dans le match, quoi. Enfin, C'était un peu Il une a- surprise, lui, non? Il devait pas jouer. Camille Lopez bah- qui a fait un excellent début de saison, Oui. qui a vraiment démarré tambour battant sa saison avec l'ASM, vraiment. Et d'ailleurs, ce qui lui a valu de nombreuses sélections avec l'équipe de France. Et là, sur cette fin de saison, qui accuse peut-être le coup, notamment d'enchaîner autant de matchs à un niveau quand même assez élevé. On sait que c'est sa première saison, il est encore jeune, Camille Lopez, donc il a une marge de progression assez importante. Mais voilà, sur cette fin de saison, beaucoup plus absent. On l'a senti beaucoup plus précis, souvent sur ses coups de pied. Et là, sur les coups de pied, il est vraiment pas en réussite depuis plusieurs matchs, notamment sur son jeu au pied. non, ouais, c'est sûr. Mais bon, après, même au jeu au pied pendant le match, on a vu là des touches directes trouvées, alors qu'il n'était pas dans les 22. Après, c'est dommage que ça sort pas de beaucoup, mais bon. Et en fait, pas très tranchant dans ce match. Enfin, cette charnière, je l'ai pas trouvé très très bonne. Malgré que Parra a quand même fait un meilleur match après ces 2 pénalités ratées. Bien sûr, il est beaucoup mieux revenu. Il a accéléré le jeu dès qu'il pouvait. Et ça n'a pas suffi. Oui, après, l'autre différence, ça s'est faite aussi notamment derrière, où on a vu Anne-Aurélien Rougerie qui malheureusement a pas eu beaucoup de réussite sur ce match. Aurélien Rougerie qu'on aime beaucoup évidemment, c'est un des inamovibles du club, mais voilà, qui en tout cas a pas été en réussite sur ce match et qui malheureusement pour lui en tout cas a pas fait les bons choix, ou en tout cas a pas eu le bon geste à des moments importants. On le rappelle, il y a ce moment important à la 33e minute, avec une meilleure transmission, ça aurait peut-être pu aller au bout. Et puis aussi cette dernière action de possession où il y va un peu tout seul, il reste debout
Et il se fait braquer le ballon, quoi, hein, clairement, par 3-4 joueurs parisiens. Voilà, Rougerie pas en réussite sur ce match également. Butin, complètement absent. Nalaga, je peux pas dire qu'il ait fait énormément la différence non plus. C'est vrai que Il est à Toulon, là, déjà. les joueurs là Il n'est qui pas à Toulon, ont... hein, il va pas aller à Toulon. Ah bon, d'accord. Ah non, Il va en Pro D2. Il va en Il Pro va au Loup. D2. En pro- Ah oui, surprise dernière minute, le mec Oui, il oui. a fini par signer au Loup, à Lyon. D'accord, C'est plus très proche bien. de Clermont et des volcans. Très bien. Donc ouais, voilà, mais, la ligne arrière qui a pas été à Ben Danone, très qui était efficace. quand même bon, Juste hein. à Ben Danone, ouais, qui a fait une Il belle a récupéré un nombre de ballon. ballons comme il en a l'habitude en l'air, hein, sur des grandes chandelles des joueurs parisiens. Il a percé aussi une fois vers la fin du match qui aurait pu amener, s'il y avait eu du soutien, pourquoi pas un essai. Enfin, Nick Bendanon, encore très très bon, hein, qui a été élu meilleur joueur européen de l'année, on le signale bien sûr. Non, c'est une vraie révélation C'est là, sur la vraiment deuxième un très, partie très de bon saison. joueur. Ouais, il a pas fait du yaourt, quoi. Tout à fait. Merci David. Il a pas fait du yaourt. Et notamment, alors c'est vrai que sur la ligne d'avant, on peut le dire, bon après On peut noter- ils ont fait leur boulot, hein, Ouais. je trouve pas, ils ont pas été spécialement mauvais devant. Je trouve que Bardi, bon certes il fait une erreur quand même individuelle assez dommageable pour l'équipe. Maintenant au niveau de l'intention, au niveau de l'agressivité, voilà, il y avait En mêlée, c'était assez équilibré, quoi, Ça hein, va. mais- Ouais, de toute façon. t'as raison au niveau des ça pattes s'est d'avant. joué sur des détails vraiment, et les détails souvent c'est les petites individualités, c'est la petite transmission qui va faire la différence, le petit coup de pied qui va faire la différence, et là clairement, bon, on l'a dit C'est que David, hein, le rugby, ça se joue beaucoup au détail finalement. Ouais. J'étais plutôt impressionné. Oui, si tu rates une passe qui peut mettre essai, finalement, paf. exactement, une t'es passe, dedans, une quoi. pénalité, Ouais, une pénalité, exactement. ça coûte cher au final, hein, quand on additionne les points au bout du compte. L'autre question à se poser du côté de l'ASM, alors on va rappeler les stats, hein, évidemment, Fred, malheureusement il faut les rappeler, hein. C'est 12 finales jouées. 12 finales disputées, 11 perdues, une seule gagnée. La dernière en date, donc 2010. gagnée par la SMC en 2010. Et cette saison, malheureusement, hein, 2 finales disputées, une en H-Cup, une en Top 14 et 2 défaites, hein. On pensait qu'avec l'absence de l'ogre toulonnais en finale, ça aurait pu jouer en faveur de l'ASM qui commençait à avoir un véritable sentiment d'infériorité psychologique face à Toulon à chaque fois qu'ils affrontaient cette équipe. Et là, on se rend compte que finalement, il n'y a pas que ça, quoi, hein. Il y a un vrai problème d'appréhension de ces matchs, de ces matchs à coup près. Coup près, Quoi. ouais, malgré la SM qui est quand même sur les 10 dernières années une équipe qui a été très régulière, hein, qui l'est toujours et Ça, qui le c'est sera indéniable. dans les années qui viennent, c'est évident. Mais la SM qui à chaque fois au final une équipe à laquelle il manque ce petit, on peut dire brin de chance ou bien de brin de lucidité pour soulever des titres. Exactement, et comme l'a dit Parisé, c'est vrai qu'au final, on se souviendra que des vainqueurs. C'est exactement ce que j'allais dire, Et malheureusement. c'est pareil au foot, hein. Ils On sont se souvient très très que des bons. vainqueurs, hein. On se souvient que des vainqueurs, malheureusement. La Madjer en 87, si la Madjer entraîne pas la victoire du FC Porto en Ligue des Champions, on s'en souvient pas, hein. On se souviendra pas, oui, c'est sûr. Donc voilà, il y a des choses comme ça, il y a des moments où si on perfe pas, l'histoire ne s'écrit pas malheureusement. Alors espérons que la roue ne tourne pas à la défaveur de Clermont évidemment pour les prochaines saisons. Mais il y a une vraie page qui va se tourner encore une fois là. C'est vrai que du côté de certains cadres, et la question, Fred, c'est, je me suis posé quand même pas mal de questions. Le quid de l'absence quand même de 2 cadres de l'équipe, Julien Bonner et Vincent Depaty qui ont été écartés sur les 2 derniers matchs de Top 14. Ouais, pour la demi-finale, pour la finale, comme tu l'as dit. Et écarté. Déjà, Depaty, on le sait que c'était un joueur notamment qui est C'est son- assez bien parfait avec l'équipe de France. On sait que c'est un impact player, vraiment quand il rentre, il fait souvent assez mal. Voilà, alors j'avais été assez surpris de le voir absent. Et puis Bonner, c'est pareil, c'est vrai, bon, pourquoi? Après, bon, le coach doit certainement savoir, mais il l'a jamais vraiment expliqué. pour sa dernière saison, on le rappelle, Bonner. En plus, ouais. Donc voilà, c'est Surtout quand on un voit jeu. qu'un Julien Pierre qui a joué le match de Il la a fait finale, son qui est en match, cours de jeu, il a fait une belle Il a fait son rentrée, hein. match et on le sentait très concerné. Il était vraiment là dans son match, Julien Pierre, tout à fait. Et Bonner qui qui doit apporter, qui a quand même, moi je trouve, un statut un peu de leader, hein, dans cette équipe, hein, qui était très 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 bon, enfin plutôt bon, moi je trouvais.
Et qu'il a, oui, on peut se douter de ses choix là, de finale et de demi-finale, malgré qu'en demi-finale ça soit passé. Mais bon, oui, c'est des choix étonnants et peut-être dommage. Mais bon, après, on peut pas tout remettre en cause. Hein. Il y avait une équipe sur le terrain qui était très normalement avec des très très bons joueurs en début de match, hein, compétitrice, voilà. Et bon, qui n'a pas réussi à faire faire le job. Hein. Oui, donc on va le rappeler du coup, évidemment, du côté de Jode, beaucoup de déceptions. On avait près de 25 000 supporters qui étaient présents sur la place Et de Jode. respect à eux, parce qu'il y a une mi-temps Bravo sous la à eux, pluie. hein. Ouais. C'est clair, avec beaucoup de pluie, il y a eu des orages, même des grêlons. On a eu du côté du Nord Clermont. Tout s'acharne C'est sur dire. nous, pauvres Auvergnats. Alors qu'il Voilà. faisait très beau à Paris pendant ce temps-là. Ah ouais, pour les personnes présentes là-haut. Et voilà, donc encore une fois, un public assez déçu, un peu moins nombreux. Alors, est-ce qu'une page va pas se tourner là? Est-ce que, je sais pas, au niveau de l'appréhension des supporters, Fred, on sent quand même un mouvement de révolte qui commence un petit peu Un à... ras-le-bol un peu, je un pense. ras-le-bol général qui commence un petit peu à se créer, et notamment suite un peu comment dire, aux prises de parole du président de l'ASM, qu'on peut indiquer quand même qu'elles ont été, si elles n'ont pas été négatives, elles ont été un petit peu désordonnées, un petit peu, comment dire, Mal exprimé, je pense. mal exprimées, ouais, de la part du président Éric de Cromière, et c'est vrai que ça a entraîné encore un peu plus d'énervement du côté des supporters de l'ASM. Ouais, chez certains supporters, parce que certains supporters sont toujours là et seront toujours là, même tous, Oui, hein, ça on le n'empêche sait pas, très, ouais. on le sait très bien. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, faire des finales, les gens, certaines personnes se saignent un peu pour faire des déplacements, pour aller voir ces matchs. Des fois, même souvent, avec l'ASM, ils en ont pour leur argent. On se souvient de la victoire au Munster quand même. Aucune équipe française n'avait gagné là-bas, il me semble, avant que l'ASM ne le fasse cette saison. Exactement. Donc ils ont quand même leur moment de bonheur aussi également. Mais une équipe qui ne remporte pas de titre malgré beaucoup de finales jouées. Exactement. Bilan de cette saison, du coup, Fred, alors on va aborder tout de suite la saison prochaine, au niveau notamment des arrivées, puisqu'on a eu encore une information. On se rappelle que David Strettel donc assigné à l'ASM, est lié des Saracens, c'est ça, Fred? Oui. Et donc Champion, là, de France, champion d'Angleterre en titre. exactement. Et là, un Néo-Zélandais qui arrive également du côté, Scott Speeding l'Auvergne. aussi, on peut le rappeler, oui, Scott Speeding. de Bayonne à l'arrière. Donc une concurrence avec Aben Danone. Là, je pense qu'on aura deux très bons arrières à l'ASM l'année prochaine. Et aujourd'hui, on a appris la signature de Gear, l'ancien joueur du Stade Toulousain qui joue à Toulouse, le All Black, qui a signé à Clermont. Donc ça a été signé aujourd'hui, un très très bon joueur également à l'arrière. Ouais, ce qui peut être intéressant, Fred, notamment, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai. Là où ça serait intéressant que l'ASM se concentre, c'est peut-être sur le fait de faire signer, alors pas forcément que des joueurs de ce profil-là, mais des joueurs avec un profil ayant déjà remporté des titres et sachant aborder ces moments importants. Et c'est vrai que sur le 15 de départ, malheureusement, on n'en a pas beaucoup. On a des joueurs qui ont joué beaucoup de finales, mais qui n'ont pas remporté beaucoup, il est vrai, et des joueurs avec peu d'expérience sur les moments importants. On l'a vu du côté de Toulon avec un Johnny Wilkinson, qui a souvent été décisif dans les moments importants, et là peut-être que l'arrivée de joueurs comme David Strettel peut peut-être aider l'ASM à passer un cap, mentalement, psychologiquement. Ouais, après c'est compliqué pour un étranger d'arriver et d'être un peu entre guillemets Ouais, d'être un peu leader, d'équipe. quoi, évidemment. Ça va être compliqué. Après, on a quand même dans cette équipe des leaders, des personnes qui ont gagné quand même déjà un titre, avec Nalaya, Rougerie également, qui avait quand même ce statut de capitaine avant que ça vienne à Chouli là du moins pour ces derniers temps. Et en tout cas, c'est trois très très bonnes recrues pour la SM l'année prochaine. On se souvient qu'il y a d'autres joueurs aussi également qui vont arriver. On le sait que la SM va être compétitive l'année prochaine. Par contre, est-ce qu'ils vont réussir à aller chercher On sait c'est difficile d'aller au bout d'une compétition ça, c'est tous sûr. les ans. C'est Ouais. sûr. La SM quand même par rapport au Stade français. français, il faut le rappeler, suite à cette finale, avait joué 9 matchs de plus que le Stade français, avec la Coupe d'Europe que le Stade français n'a pas joué cette saison. Donc ça peut jouer aussi à la fin dans les organismes et tout ça, même si une finale, ça se joue surtout au mental.
Ouais, grosse saison de l'ASM. Exactement. Bon, affaire à suivre pour les Clermontans en tout cas. On donnera toutes les infos au fur et à mesure des semaines. D'ici là, si on a l'arrivée d'autres recrues. On va tourner la page rugby, David, Fred, puisqu'on y restait quand même pas loin de 35 minutes. Vous êtes toujours sur Radio Altitude, 97 MHz évidemment, dans votre émission de sport, Lundi Sport. On venait d'aborder donc cette finale top 14 avec l'ASM Clermont-Auvergne. On va enchaîner tout de suite sur la qualification de l'Euro 2016, David, et on va commencer avec toi. Tout à fait. Puisque le Portugal se déplaçait dans une journée, c'était là. Attends, je vais te dire je ça. sais plus la journée. 5e journée, je crois. Ça devait être la 5e journée du groupe. C'était là, oui, de toute façon, G. c'était le 5e match. Oui, tout à Pas fait. groupe 5e G. journée, pardon. 5e journée, tout à fait, tu as raison. Donc Portugal qui se déplaçait sur les terres de l'Arménie. Portugal qui n'a jamais gagné sur les terres arméniennes, quand même. C'est un peu une bête noire des Balkans, dirons-nous. Exactement, avec 2 matchs nuls, je crois. Ouais, tout à fait. Un partout, en 2 Arménie. un partout, il me semble. Ouais, et puis on a... Oui, tout à fait. Donc du coup, voilà, petite pression aussi du côté des hommes de Fernand Santos. Exactement, alors oui, avec la volonté en tout cas d'aller chercher les 3 points, ce qui pourrait positionner l'équipe d'Eschkinaj dans une très très bonne position pour la Exactement. qualification directe pour l'Euro, évidemment. On va dire que les 2 moments importants là déjà, ça avait été ces 2 victoires quand même, au Danemark et à la maison face à la Serbie quand même, qui avaient été extrêmement décisives, alors qu'à ce moment-là le Portugal n'était pas forcément... Et non, puisque Dans la Portugal meilleure position, avait perdu à domicile face à l'Albanie, on se souvient. Et oui, notamment. Donc Et là, c'est vrai qu'ils ont très très bien renversé la situation, avec notamment l'arrivée de Fernando Santos, qui a été, on peut le dire en tout cas, très positif pour le groupe, pour la sélection. oui, pour l'instant vraiment. positif, tout à fait, avec de nouveaux anciens revenus, des Exactement, jeunes, Ricardo Carvalho, des Carvalho, Des Thiago, qui Thiago, sont revenus et également, tout à voilà, fait, des Quaresma aussi, des qui étaient Quaresma. mis un peu au placard ces dernières semaines, ces dernières saisons. Et donc, il fallait rappeler quand même notamment Fernando Santos qui purgeait son dernier match de suspension. Il avait notamment fait appel auprès du tribunal arbitral du sport et il avait réussi à avoir sa peine réduite, je crois que c'était de 7 matchs à 2 matchs, je crois. Donc voilà, Fernando Santos qui purgeait son dernier match de suspension dans les tribunes, et tu vas nous rappeler l'équipe de départ du Portugal qui évoluait. Alors on s'attendait Toujours. peut-être à une titularisation de Ricardo Quaresma qui était sur un très bon moment de forme. Et finalement, non. Il a décidé de refaire partir à peu près le même 11 de départ que sur la dernière victoire face à la Serbie. Exactement, avec toujours son nouveau système un peu 4-4-2, avec comme nouveauté Vieling qui a été aligné en latéral droit, et du coup Vieling qui est maintenant repositionné en défense, sachant que ça a été le meilleur latéral droit élu Du meilleur championnat latéral droit d'Allemagne, du il était championnat très très d'Allemagne. bon avec Wolfsburg, latéral droit. Ouais. Exactement. Et donc du coup, Vieling à droite, Eliseu, donc le latéral de gauche de Benfica, à gauche en tout cas, et le paire de centraux qu'on connaît bien, Bruno Alves et Ricardo Carvalho. En milieu de terrain, nous avions donc João Montinho et Thiago, dans le milieu de terrain central du moins. Sur les ailes, Nani et Fabio Coentrão, qui lui par contre est repositionné devant, dans tout un mélange. Milieu gauche, ouais. Milieu gauche. Et enfin devant, on avait donc le duo Cristiano Ronaldo et Dani. Et Dani, d'accord. Et Dani, mon C'était compatriote. pas Nani. Non, t'avais pardon, Nani et C'était Nani et Ronaldo, ouais, j'avais plus C'était Nani ou Dani devant? Dani devant. Et Dani Dani, non, mais attends, Nani Dani, et Dani Dani. jouaient pas ensemble. Comment? Ah, ok, d'accord. Dani. Oui, c'était Dani et Ronaldo, et Nani jouait milieu droit. Voilà, Pardon, exactement. excuse-moi. Il y avait les deux qui jouaient, Nani et Dani. C'est ça. Donc bref, Dani, que je disais, mon compatriote que j'apprécie énormément. Donc voilà pour le 11 de départ de cette Et sélection. Rui Patricio au but, évidemment. Pardon, Rui Patricio au but, évidemment. Ne l'oublions pas, celui-là. Il va falloir qu'on en parle. Encore une fois. Et donc le Portugal, Ce bouquin. qui débutait ce match avec déjà quelques difficultés, déjà dans le premier quart d'heure, les 20 premières minutes, Eh oui, parce puisqu'ils sont fait quand même pas mal secouer par cette équipe d'Arménie qui tout de suite a mis Arménie a l'intensité tout dans de son suite match. la pression et l'intensité, et a réussi à arriver à marquer grâce à Pizzeli, totalement inconnu du bataillon, qui a marqué un but, donc un coup franc de lointain,
Ouais, mais bien placé quand Bien même. placé, hein, bien placé, oui, oui, tout à fait, très bien joué. Donc ça fait 1-0 tout bien simplement. joué. pour- Alors on l'a pour vu ces l'Arménie. 20 premières minutes, notamment une équipe du Portugal qui a eu du mal à notamment se mettre en place, régler ses marquages. Puisqu'ils n'ont pas l'habitude notamment d'évoluer avec deux paires comme ça de milieux défensifs. Et du coup, les milieux de côté qui avaient du mal à redescendre, et on se retrouvait avec une zone centrale qui était extrêmement mise à défaut, hein, avec des Moutinho Ça- et Thiago qui avaient Ça a du été mal. presque tout le match, hein, avec un Thiago un petit peu à côté de ses pompes, hein, sur ce match-là notamment. Ouais. Et on l'a vu qu'il s'est fait expulser notamment à l'heure de jeu. Malgré ce, le Portugal arrive quand même à redresser la situation. Exactement, avec un peu grâce- de réussite. Grâce à une faute sur Jean Monting dans la surface et Cristiano Ronaldo à la 29e qui marque sur penalty. Donc ça fait un partout pour ce match-là et un partout notamment à la mi-temps. Hein. Parce que rien ne va se passer d'exceptionnel, en tout cas. Ouais, sur jusqu'à les- la mi-temps. ouais. Une opportunité, Sur je crois, pour Fabio Coentrão, une belle frappe. Mais Oui. voilà, rien de majeur à ce niveau-là. Et puis deuxième mi-temps, match qui s'emballe un peu plus avec une équipe d'Arménie, toujours qui évolue quand même, il faut quand même le dire, hein, qui évolue assez haut sur le terrain, qui a Qui le a ballon posé énormément de et problèmes. qui essaie de jouer. Et hein. Ça qui peut est être une juste et équipe qui regroupée ont derrière, des hein. joueurs relativement techniques et qui ont beaucoup mis à mal ce milieu de terrain et cette défense du Portugal Alors, avec peut-être des le joueurs très Portugal rares. aussi qui a joué dans une position aussi de contre, hein, en essayant de profiter des espaces dans le dos Ça a été un de peu le cette cas, mais équipe bon, Le arménienne. problème, c'est que bon, c'est l'Arménie aussi, c'est pas non plus. Hein. C'est sûr. Bref. Et donc du coup, Ronaldo, grâce à lui, donc qui est deuxième, qui va marquer donc le 2-1, grâce à un petit peu Ronaldo en mode un peu renard des surfaces, Ouais, suite sur à une erreur. grosse opportunité en plus de l'Arménie, hein. Juste derrière, ils sont à deux doigts de doubler la mise. Ouais. Avec Et une sur super la- frappe qui rase la transversale. Derrière, ça doit faire un dégagement de raté de Patricio qui entraîne encore un danger. Derrière, redégagement. Le ballon lobe le défenseur. Le défenseur sait pas quoi trop faire, ne sait pas trop quoi faire avec le gardien. Sous la pression de. Et Ronaldo avec ouais. l'expérience qui met un petit coup de patte et qui arrive à Le gardien qui sort Ah, peut-être un peu tardivement. Hein. aussi. Enfin bon, les erreurs aussi bien du gardien qui n'ont pas su juger la trajectoire du ballon. Par contre, Ronaldo lui il a l'habitude de bien les juger. Et du coup il a lobé un petit lobe sur le gardien. Enfin il a poussé Ouais. le ballon Et au fond des Portugal filets. qui double la mise contre le cours du jeu. Qui là. compte le cours de jeu, donc ça fait 2-1 et plutôt chanceux du coup pour le coup. 3 minutes après, encore une fois Cristiano Ronaldo qui reçoit, je crois que c'est une espèce de dégagement aussi, hein, il me semble. Pareil, encore Pareil, une phase encore une de espèce contre de rapide avec contre. un dégagement un peu Il fait un superbe aléatoire. contrôle, notamment sur la balle, il fait un superbe contrôle, il enchaîne frappe. Il voit le gardien peut-être un peu à avancé 35 mètres. et puis bam quoi. Hein. Il a mis une grosse frappe. Magnifique, ouais. Superbe but, ouais, superbe but et ça fait un triplé pour Ronaldo et le 3-1 pour le Portugal à la 50e. Et vraiment, alors Portugal, on a souvent critiqué le manque de réalisme de la sélection. Hein. Alors là, oui, pour le coup, lorsqu'elle domine outrageusement son adversaire et qu'elle n'arrive pas à ouvrir le score, là vraiment, Portugal qui a dû avoir peut-être 4 ou 5 occasions nettes, tout qui en met cassé. 3. Il y a hein. je me souviens de Coentrão, tête de Nani, il me semble, Ouais, et voilà. les 3 de Ronaldo. Après, c'est tout. Hein. Exactement, donc Portugal qui se retrouve rapidement à 3-1 et là on se dit, bon il reste quoi, 35 minutes à jouer, c'était la 55e, Ouais. bon ils vont gérer le résultat tranquillement, mais Ce ne fut pas le cas parce que Ce ne fut pas le cas. il faut toujours bien un petit expulsé. Et donc à la 62e, il me semble, c'est Thiago qui écope du deuxième carton jaune, qui fait rouge du coup, et Portugal qui est énormément en difficulté sur les 20 dernières minutes. Hein. Les Ouais, 30 dernière minute hein. très compliquée, même si elles ont été vraiment, je trouve, globalement bien gérées par l'équipe et bien gérées tactiquement, puisque dès l'expulsion on a, de Thiago, on a William Carvalho qui revient rentre. et l'équipe qui repasse en 4-3-3, hein, Voilà, avec 3 milieux notamment. exactement. Enfin, avec- même quasi 4-5-1, Oui, parce avec qu'après, Ronaldo tout seul devant. Et Adrien va rentrer aussi juste après. Exactement. Du coup, voilà, un Portugal qui se retrouve donc à 4-3-3 comme tu disais, mais qui va quand même concéder un but à la 72e, hein, avec un cafouillage un peu dans la surface sur un corner. Et une frappe que Rui Patricio bloque mal. Oui, alors oui, Repousse évidemment, c'est sur ce but-là, sur le but d'Arménie, c'est carrément un flingue, comme on peut dire. Voilà. Ouais. Un flingue complet de Rui Patrice qui, cette balle-là, 99% des gardiens l'attrapent La normalement. trappe, ou alors faut la repousser mais loin. Ou alors quoi, hein. repousser, Il et veut puis pas la là, laisser. il a fait, je sais pas, c'est grand glissé, mais bref. Ah du si, coup, on va y ça fait- revenir là, parce que ça ça fait commence quand même à 3-2. se répéter. Hein. Ouais, ça fait 3-2, et le score va en rester là, même si Portugal a la victoire à l'arraché finalement, alors que ça aurait pu être une victoire plutôt aisée, mais
Mais victoire à l'arraché pour Quand ce même, hein, match-là, et c'est les 3 points qui comptent, David. Mais c'est les 3 points qui comptent, faut le tout à dire fait. clairement, hein, dans ces matchs de qualification là. Mm. Le Portugal arrache une victoire encore une fois très intéressante. Alors là, qui n'était pas décisive, mais en tout cas qui est très intéressante puisqu'elle le permet de conserver la première place du groupe. Voilà, avec Juste derrière le Danemark. Danemark qui a battu la Serbie. Hein, donc la Serbie 2-0. maintenant qui est clairement hors course là. Hein. complètement, puisque le Portugal est donc premier avec 12 points, le Danemark deuxième avec 10 points, donc à 2 points. L'Albanie 7 points, Serbie 1 point, donc ouais, c'est quasiment mort pour eux. Et Arménie 1 point également. On va le rappeler, le problème de la Serbie, c'est que déjà, ils ont quasiment perdu contre tous leurs adversaires directs, contre le Danemark et le Portugal. Et ils ont perdu aussi des points. Et il y a eu notamment ce match contre l'Albanie où l'UEFA a décidé de retirer les points aux 2 équipes. Hein. Donc là, forcément, c'est ça plutôt coûtait très cher. favorable pour le Portugal. Hein. Là, faut dire. Et donc le Portugal qui est à 4 points de la qualification directe. Pour l'Euro. Exactement. Alors 2 zooms, j'aimerais quand même faire 2 zooms quand même sur Zoomons. 2 joueurs. Zoomons sur 2 joueurs. Un côté négatif, le côté noir, le côté blanc. On va peut-être commencer par le côté noir. Rui Patricio, David. Rui Patricio encore avec une prestation très 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 moyenne de la part du gardien de la sélection, qui est inamovible depuis quelques saisons, mais là plus que jamais on se pose quand même des questions sur la continuité de Rui Patricio dans les buts du Portugal. Hein. Ouais, c'est compliqué. On sait qu'avec le Sporting, il a fait quand même une saison moyenne, on va dire. Hein. Ça n'a pas été un Ça a Rui pas été sa Patricio meilleure des saison, grands. hein. Non, ça n'a pas été un Rui Patricio des grands jours. Et avec la sélection, il a été plutôt aussi moyen jusqu'à présent, faut dire. Et puis bon, il est capable du meilleur comme du pire, mais il a quand même fait quelques grosses bourdes sur les derniers matchs, Ouais, en tout cas là, de la sélection. c'est compliqué. Il n'est pas sur la bonne vague. Sachant qu'on a des gardiens comme Beto qui sont très en forme, par exemple, qui ont gagné encore l'Europa League. Voilà. Anthony Lopez avec Anthony Lyon, qui est Lopez, très évidemment, performant, que qui est un j'oublie des aussi, meilleurs mais, gardiens du championnat français exactement, cette saison. Hein. Deux, Je crois que c'est très ça, autres Fred. gros Il a eu le taux de parade le plus important. C'est lui qui a Oui, fait oui, le oui. plus Oui. d'arrêts dans la saison. Hein. Oui. Donc, très bon gardien. Et d'ailleurs, on va en parler au niveau de l'Info Mercato, mais Anthony Lopez qui penserait peut-être, en tout cas qui était abordé il semblerait, par les gros du championnat portugais, qui serait peut-être intéressé pour signer dans un des 3 gros du Portugal pour avoir plus de visibilité et peut-être aller enfin chercher ce poste de titulaire avec la sélection portugaise. En tout cas, Anthony Lopez, on en reparlera, qui va certainement être aligné demain face à l'Italie. Après, il a encore un an pour prouver. Je pense qu'il a la possibilité En de tout devenir cas, un gardien titulaire pour l'Euro. Hein. C'est vrai que Fernando Santos doit, je pense David, tu seras d'accord avec moi, se poser des questions sur l'organigramme au poste de gardien de but. Hein. Il y a peut-être des questions à se poser là. Mais il y a des questions à se poser à tous les postes, Richard, parce que du coup, avec des joueurs déjà vieillissants, faut pas se leurrer. Ricardo Carvalho, Bruno Alves, je sais pas s'ils feront l'Euro. Je suis d'accord Alors avec moi, toi, je suis David, dans- je mais là pense où je trouve que c'est intéressant, c'est que je suis quasiment sûr que Fernando Santos, qui est un sélectionneur et qui est un entraîneur Oui. très 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 intelligent, a déjà anticipé la 2e année Euro. C'est-à-dire que là, à mon avis, ce qu'il fait, Il veut David, se qualifier déjà il avec veut déjà se l'expérience. qualifier avec les C'est ce anciens, que- oui, l'expérience. Et sur la dernière saison, quand il y aura 2-3 matchs, il va Où ils seront- repasser sur une formule en 4-3-3. Et là, il va intégrer les jeunes. Parce qu'on voit qu'il y a quand même, un beau réservoir là actuellement de jeunes portugais. On va y revenir avec les moins de 21 ans, avec les moins de 17, je crois, qui Les étaient moins en de 20. Nouvelle-Zélande. Là, Les moins de 20 qui ont moins de 20 en Nouvelle-Zélande, là, qui au ont mondial, fait. qui ont été battus par le Brésil mais au Ouais, pénalty. mais beau mondial, Très globalement, beau mondial, ouais. qui sont allés jusqu'au quart de finale. Les moins de 21, on va les suivre, hein, mais il y a un beau réservoir au niveau des moins de 21 ans. Et puis, on va le rappeler encore, cette formation du Sporting qui sort de très bons joueurs, comme João Malho, comme Adrien, qui peuvent très bien faire partie, je pense, de ce milieu à 3, avec pourquoi pas un Moutinho, un William, un Adrien. Tout à fait, ça c'est serait tout à fait le mieux. envisageable, hein. Oui, ça serait le milieu de terrain que je vois. Donc, Mais je pense que Fernando Santos, tu as raison, je réfléchissais à ça et voilà, il veut de l'expérience déjà pour se qualifier. Une fois que la qualif sera acquise, il va peut-être, oui, effectivement, faire jouer un petit peu plus les jeunes. Voilà. Et donc, pour l'instant, en tout cas, ça lui réussit. Bon, en termes de résultats, totalement. c'est vrai que en termes de résultats, même si c'est tout le temps juste par 1-0, 3-2, c'est le résultat qui compte. Je crois que c'est depuis que Fernando Santos est là, sur les C'est matchs la défaite qui ont contre compté, la hein. France. Ouais, simplement. sur les matchs qui ont compté au niveau comptable sur le groupe, depuis qu'il est arrivé, ça a dû faire 4 victoires hein, sur 4 matchs. 4 hein. victoires Donc, et une défaite face à la France en match amical.
Voilà, c'est ça. Donc c'est un bilan parfait pour Fernando Santos. Et le côté blanc, David, moi j'ai envie quand même de faire un zoom parce que je le trouve quand même assez impressionnant. C'est Cristiano Ronaldo évidemment, qui là, a terminé sa saison avec le Real Madrid. On sait que ça s'est quand même pas très bien terminé au niveau club, puisqu'il a rien remporté cette saison, rien. à part la Coupe du Monde des clubs. Mais c'est au mois de janvier. Ouais. On sait dorénavant que on le sait, il y pense souvent au Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'est plié du coup. C'est plié, ouais, Pas de totalement. titre collectif avec le Real Madrid. Et on l'avait vu notamment au niveau des réseaux sociaux un peu gambader avec ses amis là sur des yachts là à une semaine de la sélection. Il revient en sélection, il s'entraîne, on les voit, il rigole avec Quaresma et tout. Mais quand il est en match et quand Voilà. il faut aller mettre les buts, il est là le cri-cri. Et en tout cas, heureusement qu'il est là, parce que l'équipe s'appuie sur lui. Et le problème, c'est qu'il est là pour ce match-là. On l'a vu, il recevait que des balles. C'était du vas-y, allez, Ronaldo, il a vas-y, on reçu y va. des balles, c'était N'importe quoi. comment. C'était Détroit, c'était DH à Saint-Éloi, là. Ou peu importe, mais c'était ça, quoi. C'était vas-y, en avant, vas-y, démerde-toi, quoi. Non, franchement, Donc c'était vraiment ça. Et grand c'était, bravo à la prestation de Cristiano Ronaldo, Voilà. qui est extrêmement efficace et qui évidemment l'a pesé énormément dans le sens C'est simple, sur positif pour la sur les 5 sélection matchs, il a marqué 4 buts sur les 5 matchs. portugaise. 5 derniers matchs. 5 derniers matchs du Portugal, 4 Ouais. buts. Exactement, et donc Ronaldo encore une fois décisif. Évidemment, qu'est-ce que je voulais dire d'autre je me souviens plus, je voulais dire un truc, mais voilà, ça m'est parti. Donc le Portugal, tu l'as rappelé, donc premier du groupe. Là Voilà. maintenant, pour terminer cette saison, qui va disputer un match amical face à l'Italie. Alors on Demain. sait déjà que Ronaldo est mis au repos, Tout à fait. d'ores et déjà, et il y a un deuxième joueur mis au repos, je ne me souviens plus C'est lequel. Dani, je crois. Ça doit être Dani. Ouais. Dani, mais je crois que mise au repos, mais il prend l'avion. C'est un peu moins grave pour Dani, quoi. Oui, non, mais Dani, encore une fois, bon. Je Ouais, sais pas ce qu'il on fout voit là. jamais. Je sais pas ce qu'il fout là. Il est transparent. Je ne sais pas ce qu'il fait là, ce gars. Alors les gars, je sais pas si vous voyez le même match que moi, mais je sais pas ce qu'il fait. Mais au final, ça gagne. C'est ça Mais qui bon, est il a dommage. gagné, On c'est le voit ça. pas, mais ça gagne. Il est là, mais il est pas là, mais bon. On C'est gagne. énorme, Dani, ouais. Ah non, mais c'est quand même la blague du siècle, ce gars. Ouais. Enfin bref. Exactement. Mais ça marche. Le Mais ça Portugal marche. gagne. Mais ça marche. Ça Donc marche. voilà, mais c'est vrai qu'on va se poser des questions. Certainement, je pense que le Portugal, d'ici l'Euro, devra repasser dans une formule en 4-3-3 et retrouver ses habitudes, parce que la formule en 4-4-2, c'est pas mal pour justement affronter des petites équipes, mais lorsqu'il faudra jouer face à des équipes de très haut niveau, il faudra peut-être repasser sur une solution plus stable et plus équilibrée au milieu de terrain notamment. Ouais, mieux de terrain un petit peu. Ouais, là, bah, Voilà. On va revenir, on a parlé du Portugal, on va revenir tout de suite avec toi, Fred, sur l'équipe de France. L'équipe de France de foot qui disputait 2 matchs amicaux. Intéressant aussi à analyser, même s'il y avait quelques absents. Disputé son 4e et dernier match de l'année face à la Avec Belgique. notamment ce match face à la Belgique au Stade de France, qui a été intéressant à voir. La semaine précédente, oui. Et un match face à la Belgique, quoi, qui est assez intéressant. On en a parlé la semaine dernière, qui avait vu la défaite de l'équipe de France 4-3. En termes d'un match que la Belgique avait maîtrisé, je trouve, du début à la fin du match. Et forte qui la est- sélection de Belgique, pardon, excuse-moi Fred. C'est un des candidats. Un qui des a de candidats très très à bons l'Euro. joueurs et qui est très jeune et qui on sait très bien qu'il tourne autour aussi d'Eden Hazard, qui est également dans cette équipe, Fellaini aussi qui est dans cette équipe, Ouais, il y a un paquet de Bruyne, de très très bons joueurs. un paquet de- Et la Belgique du coup qui s'était imposée au Stade de France et là pour un match de fin de saison aussi également, C'est sûr, on peut le rappeler, et ça reste des matchs amicaux. Et là, l'équipe de France qui se déplaçait en Albanie pour essayer de repartir sur de bonnes bases, parce que s'il restait quand même sur une défaite. C'était un beau terrain là, d'ailleurs. avec le pas mal terrain d'absents. d'Albanie, là. C'était propre, hein. Le terrain, enfin, Plutôt. j'avais l'impression. Ça avait l'air pas mal, ouais, Ah, tout ouais. à fait. Ouais, assez propre. Alors, le ça, je sais pas, terrain, parce qu'il jouait de jour, d'habitude. Non, tout à fait. Ouais, c'est vrai que c'était je crois que c'est un petit stade, mais stade construit il y a pas très Neuf, longtemps, ouais. donc assez propre au niveau de la pelouse, ouais. Et l'équipe de France qui se déplaçait là-bas avec une équipe pas spécialement remaniée par rapport au match contre la Belgique avec Déjà le retour de Pogba au milieu de Ouais, terrain, 2-3 changements. ce qui montrait que Didier Deschamps quand même venait pas faire du tourisme. Non, c'est sûr. Et l'équipe de France qui s'est inclinée en Albanie au terme d'un match quand même assez insipide, d'une qualité insipide du côté de l'équipe de France avec pas beaucoup d'occasions, si ce n'est 2 frappes de Mathieu Valbuena.
Sinon, un match très très pauvre en occasion. Et d'ailleurs, Didier Deschamps l'a bien rappelé à la fin du match. Hein. Bah, clairement, il y a eu des difficultés quasiment sur toutes les lignes. Alors, 2 lignes principalement mises en cause, Fred. Alors déjà, la ligne défensive, la défense axiale déjà. Varane pas en forme, on le sent clairement sur cette fin de saison. Et puis son doublon, Koscielny, qui a pas marché face à la Belgique. Et puis les latéraux aussi, les latéraux, je crois que c'était face à la Belgique, c'était Tremoulinas et Sagna, ça n'avait pas été exceptionnel. Hein. C'était Evra face à la Belgique. T'es sûr ? Moi j'ai vu Tremoulinas. Hein. Tremoulinas qui jouait, Ah je oui, sais oui, plus. c'est Tremoulinas et Evra contre, je pense, l'Albanie. Hein. Ok. Donc voilà, une défense On en peut dire difficulté, en tout cas c'est 2 matchs, puisqu'ils ont encaissé pas loin de 5 buts en 2 matchs. C'est ça. Sur les 3 derniers matchs, 8 buts. Voilà, ils n'avaient jamais pris 4 buts au Stade de France, depuis que le Stade de France existe. Donc ça veut quand même dire quelque chose. Et puis notamment cette ligne d'attaque aussi déficiente, avec un Giroud Pas en forme, pas en Giroud, réussite. Hein. Même pas du tout. Et qui n'avait pas déjà été très bon contre la Belgique. Et qui là, face à l'Albanie quand même, n'a pas été également bon. Et on peut signaler quand même qu'il y avait Alexandre Lacazette qui jouait ce match. Et Antoine Griezmann également sur le côté. Et on avait Dimitri Payet qui n'avait pas joué le match précédent. Donc qui a apporté quand même un peu, mais bon, sans vraiment plus. C'était vraiment un match très terne. Franchement, il y a Et puis pas maintenant, grand-chose sont à- difficiles à jouer, à ces petites retenir. équipes comme l'Albanie. Oui, surtout l'Arménie. qu'ils jouent ces matchs-là à fond, quoi. Pour Voilà, eux, ils jouent, recevoir l'équipe de France, tout à fait. Mais c'est un match de gala. Et bon, un match à gagner. Voilà, il y a plus de 5-6-0 comme on pouvait avoir avant avec Andorre, l'Albanie, l'Arménie, ces choses-là. Maintenant, c'est vrai que c'est jouent regroupés et avec l'Arne, quoi. Et donc, c'est compliqué, hein. C'est le même principe que les Portugais. en tout cas. Ouais, exactement. Après, encore une fois, on va pas faire des analyses totalement arrêtées sur ces 2 matchs Oui, parce c'est qu'on pas- sait que l'équipe arrivait vraiment, enfin le groupe arrivait vraiment en bout de course. On a senti une fatigue mentale de la part des joueurs au niveau de l'engagement, au niveau de l'intensité mise sur ces 2 matchs-là. Maintenant, c'est vrai que ce qui est un petit peu désolant, c'est de voir que justement ces joueurs, quand ils arrivent en équipe de France, ils se dépassent pas, quoi. Même sur des phases de saison comme ça, où je sais pas. Il y a des joueurs qui auraient eu. Il y a eu beaucoup de critiques de la part notamment de Patrice Evra. On l'a vu, Franck Leboeuf qui était très très critique sur Téléfoot dimanche, justement par rapport à l'investissement déposé en sélection. On a l'impression que les joueurs passent, ça vient, ça part. Et puis voilà, il y a plus ce même amour du maillot qu'il pouvait y avoir il y a quelques décennies, quoi. Bon, je pensais pas. Il y a un ça vrai fait virage qui s'est tourné, j'ai un- l'impression, quand un même. mo- Ça fait un moment que l'amour du maillot, c'est Puis moyen l'amour d'un du pays aussi. Ouais. Oui, bon après, c'est fin de Enfin, saison, on le c'est sait match que c'est- amical. ouais. Pas tout remettre en cause non plus, parce que la France a Ouais, quand même ouais, une bon. super sélection. Hein. C'est sûr. Mais bon, à c'est voir, vrai que- à voir quand même. Sur cette, je pense de toute façon, Fred, ce qui sera intéressant à voir, la véritable analyse, on la fera entre janvier et mai, quoi. Hein. C'est là qu'on va voir si la France sera réellement prête ou pas pour l'Euro et avec quel groupe. Parce que là, on sait que de toute manière, le groupe sera composé avec les joueurs en forme du moment. Par exemple, un Mathieu, s'il perf énormément avec le Barça, on peut imaginer que Mathieu soit peut-être en défense centrale. Si Varane reperf de nouveau bien avec le Real, il sera indiscutable. Par contre, s'il fait encore une saison catastrophique, comme il a fait sa fin de saison qui est pas bonne du tout, Raphaël Varane peut être remis en creuse. Enfin, de toute manière, tout va se jouer sur la forme du moment, encore une fois, je pense, avec une équipe très très jeune. encore. Ouais, et puis là, on n'a pas une équipe type. C'était vraiment une équipe un peu, je dirais, B. Là, ce match-là, il manquait quand même des joueurs importants déjà au milieu de terrain. Matuidi, les Pogba, Cabaye qui peut être là également. Il manquait devant après des Benzema. Enfin, il y a des joueurs qui n'étaient pas là. Et bon, cette équipe de France, moi, je trouve pour l'instant, elle est quand même assez loin des équipes avec lesquelles elle va se battre pour gagner cet euro. Hein. Et je ne la mets pas pour l'instant dans les favoris de l'euro, malgré que ça se dispute à la maison. Hein. On sait que depuis 98, aucune équipe n'a remporté une compétition organisée chez elle. Hein. Donc pour la Oui, France, c'est ça vrai. sera également très dur l'année prochaine. Et il va falloir montrer quand même une qualité de jeu tout autre et être beaucoup plus solide, déjà en commencer par la défense. Exactement. Allez Fred, on va tourner cette page UEFA Euro 2016 évidemment. Donc on a abordé le Portugal et la France.
On va passer tout de suite au mercato, quelques mots quand même de mercato estival avant de clôturer l'émission et un petit mot de tennis. David, au niveau du Portugal, quelques infos quand même, puisqu'il y a eu quelques mouvements du côté de Benfica. Alors pas de départ encore pour l'instant, par contre deux arrivées. On n'a pas parlé, j'étais pas là, mais Jorge Jesus à Sporting, c'est quand même une grosse bombe. On a fait quand même on l'a abordé assez longuement. Grosse bombe, grosse surprise, très très grosse surprise. Grosse surprise avec cette signature de Jorge Jesus au Sporting exactement. Et du coup, en synchronisation, Rui Vitória, justement, qui a été officialisé aujourd'hui. Exactement, pour 3 ans. L'entraîneur du CEL Guimarães, qui a fait un très très bon travail avec les jeunes de Guimarães. Et Luis Filipe Vieira, président de Benfica, qui l'a dit vraiment, ils ont tourné la page, ils ont décidé maintenant de se tourner clairement vers la formation des jeunes de Benfica et d'essayer de faire exploser les joueurs de l'équipe B, les joueurs du centre de formation, vers l'équipe première pour profiter au maximum du potentiel que peut avoir le centre de formation de Benfica, comme le fait le Sporting notamment. Et Rui Vitória pourra certainement profiter au mieux de ces jeunes, ce qu'il a fait avec Guimarães et de très très belle manière, avec notamment des joueurs comme Bernard, des joueurs comme Hernani qui jouent en équipe B, qui sont montés, qui ont explosé. Voilà, on va pas tous les citer. Et c'est dans ce sens-là que Rui Vitória donc a signé. Alors, les signatures notamment quand même, ça n'empêche pas Benfica quand même de faire signer quelques joueurs de l'extérieur, et notamment la signature de Adel Taarabt, qui jouait au Milan AC, au Queen's Park Rangers notamment dernièrement, qui a été prêté au Milan AC. Ah mais il joue pas au Milan Non, il joue pas au Milan, il était juste prêté, il était revenu au Queen's Park. Souvenez-vous, mais un des mercatos, je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, on en parlait beaucoup de ce joueur. Oui, parce qu'il a fait 6 mois excellents avec Queen's Park Rangers justement, où il a posé pas mal de buts. D'ailleurs, on se souvenait, je sais plus s'il était sélectionné avec l'équipe de France, ils avaient peut-être essayé de le sélectionner ou je sais plus quoi, mais bon, il est international marocain de toute manière. Donc Adel Taarabt qui essaie de se relancer et qui notamment aurait été pas mal pistonné par Julio César, qui se connaissait bien. Voilà, à voir ce que ça donne Adel Taarabt à Benfica. Et un jour après, un nouvel ailier qui signe à Benfica, c'est Mehdi Carcela González, un autre Marocain, international marocain, qui jouait dans le club de... Alors attends, il jouait aux Pays-Bas. Il jouait en Belgique. Il jouait au Standard de Liège. Joueur qu'on connaît pas, mais qui doit pas être mauvais en tout cas. Et qui donc a signé à Benfica. Voilà, donc Benfica qui s'est renouvelé, puisque notamment il y a eu quand même un départ, le départ de Soulejmani en Suisse. Oui, FC Sion, je crois. Ouais, FC Sion qui a signé au FC Sion. Du côté du FC Porto, officialisation de la signature de André, le milieu de Guimarães. Super acquisition, en tout cas. Ouais, belle recrue, pour à peu près, je crois, c'est pour 4 millions d'euros. Et puis ça fait du bien aussi un peu de portugais, du coup, dans le... Ah bah là, il mise sur le championnat, sur les joueurs portugais, parce qu'il y a eu Sergio Oliveira qui revient au club, joueur du centre de formation. André. Il y a Carlos, bon, c'est pas un portugais, mais il y a Carlos Eduardo qui revient du prêt de Nice. Ouais, qui aura de nouveau sa chance. Comme il a fait une belle saison. Avec Lopetegui, voilà, du côté de Porto. Du côté du Sporting, pas de mouvement encore, mais on parle d'un Brian Ruiz, peut-être, qui signerait. Excellent paraguayen. Costaricain, pardon, pas mal. Ouais. Qui pourrait signer du côté du Sporting. Fred, quelques infos rapidement du côté la toute dernière en date, Radamel Falcao qui devrait s'engager avec Chelsea pour un prêt payant entre l'AS Monaco et Chelsea cette saison. Et avec une base de montant de transfert pour l'année prochaine de 50 millions d'euros. Ok. Et Jackson Martinez qui est presque officiel, presque pas encore officiel, mais au Milan AC pour 32 millions, j'ai vu ça tout à l'heure. 35, la clause. La clause, j'ai vu 30 libératoire. Par contre, c'est pas encore fait, David, justement. On va voir, parce qu'il semblerait qu'il ait d'autres offres et il n'est pas encore décidé à signer au Milan. Il semblerait qu'il y ait d'autres clubs. Beaucoup de sons de cloche. Il semblerait qu'il y ait d'autres gros clubs qui soient positionnés sur lui. En fait, le club Porto et le Milan AC a trouvé un accord. Milan AC est prêt à verser la clause libératoire, mais le joueur ne s'est pas encore décidé. Donc à voir. Mais on sait que Jackson Martinez quittera le club quoi qu'il arrive. À ce niveau-là. Un dernier mot de tennis, Fred, pour terminer cette émission. Et donc tu nous disais Rafael Nadal qui a gagné son premier tournoi de l'année. Eh oui, sur gazon. Sur gazon. Donc bravo Rafael Nadal.
Face à qui, t'en souviens? Face à, attends, je vais retrouver son nom. Je m'en Bon, souviens c'est pas plus. grave, bon, il a Bon, gagné. on c'est le se plus souvient important jamais du finaliste. de Ah l'adversaire. bah attends, on en a parlé toute la Donc, toute belle victoire l'émission. Rafael Nadal qui va peut-être se relancer, puisque notamment ce week-end, Fred, ça va être le grand chelem de Wimbledon qui va Ah oui. débuter. Hein. Qui débute en fin Dimanche. de semaine. Ouais, c'est ça. Voilà. Et Donc, également, encore pas mal d'actualités tennistiques. c'est ça, et Nicolas Mahut qui a encore remporté un tournoi à Sertogenbosch également. Donc Nicolas Mahut aux Pays-Bas, je crois. Et du coup, bon, une belle victoire pour un Français. Très bien. Impeccable. Allez, ben merci à tous nos auditeurs de Radio Altitude évidemment qui nous suivent toutes les semaines. On va se retrouver lundi prochain évidemment 20h. Merci à vous David et Fred d'avoir été présents. Et puis à lundi prochain. Merci à vous les amis. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous, au revoir. Ciao ciao.